Voilà, donc nous sommes à la page 8 du cours. Il y a tout d'abord les principaux risques toxiques des huiles essentielles, donc les précautions d'emploi. Et puis après, il y a quelques informations relatives aux à la nature des différents risques toxiques et puis quelques exemples d'accidents, de décès qui a pu se produire. Et puis, il y a un petit chapitre également qui concerne spécifiquement la grossesse et les enfants. Alors, malgré tout, malgré ces informations relativement générales, nous allons voir dans la littérature à de nombreuses reprises des informations qui sont contradictoires. Alors, on aura l'occasion de le détailler plus tard pour ceux qui poursuivent l'étude des huiles essentielles après cette année. Mais ce que nous allons voir notamment, c'est que si je prends l'exemple d'un romarin, le romarin verbenone, qui est un romarin qui nous vient de Corse ou de Sardaigne, entre autres, dans certains ouvrages comme celui du docteur Dupont, Propriétés physiques et psychiques des huiles essentielles. C'est un romarin qui est totalement déconseillé chez l'enfant pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Et puis vous prenez un autre ouvrage, par exemple celui d'une pharmacienne, docteur en pharmacie, Danielle Festi, qui est aujourd'hui décédé, mais qui est un auteur très prolifique, qui a écrit de très nombreux ouvrages, notamment Ma Bible des huiles essentielles, et également un ouvrage qui est spécifiquement réservé à l'utilisation des huiles essentielles chez l'enfant. Donc pour elle, elle a dressé une liste des 20 huiles essentielles principales chez l'enfant, et le romarin verbenone fait partie vraiment de ces 20 huiles essentielles préférées et majeures chez l'enfant. Vous voyez, donc on se retrouve, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Et il va falloir vraiment que vous aiguisiez votre savoir pour pouvoir vous faire une véritable opinion. Vous allez en pharmacie, vous achetez une huile essentielle et le pharmacien vous offre un petit guide d'utilisation pour utiliser vos huiles essentielles. Alors vous allez dans une pharmacie et vous avez le guide Phytosun. Vous allez dans une autre pharmacie et vous avez le guide Pranarome. Et vous ouvrez la page de la mandarine. Alors chez Pranarome, l'huile essentielle est photosensibilisante, on ne peut pas l'utiliser sur la peau avant d'aller au soleil. Chez Phytosun, l'huile essentielle de mandarine n'est pas photosensibilisante. Voilà. Alors que devons-nous en penser? Et un autre point, notamment concernant les cétones, vous allez lire dans environ 90% des ouvrages que les cétones sont des molécules qui sont particulièrement dangereuses et qu'il ne faut pas les utiliser en raison d'un risque abortif. Donc les cétones seraient abortives, elles présenteraient un risque d'avortement pendant la grossesse. Ben, c'est faux. Il n'y a aucune base scientifique. Il y a un auteur qui l'a dit un jour, et il faut savoir que 95% des ouvrages d'aromathérapie sont des ouvrages de compilation. Ils apportent rien de neuf, ils répètent avec d'autres mots ce que les anciens ont dit, ce que les anciens ont enseigné, mais de vrais auteurs qui ont révolutionné l'aromathérapie, j'en connais pas trois. Tous les ouvrages que nous allons trouver aujourd'hui en FNAC, en librairie, etc., sont des ouvrages de compilation, des compilations, chez moi, de ce que les auteurs ont pu raconter sur les huiles essentielles, sur leur toxicité, etc. Donc, quelques éléments, évidemment, qui sont limités, mais qui vont vous donner des clés pour que vous puissiez aller sur Internet, faire des recherches et essayer de comprendre l'information toxicologique qui est à votre disposition dans les livres, sur Internet, etc., et que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Donc, je vais quitter pendant quelques moments l'écran pour vous partager un petit PowerPoint que je vous enverrai, bien sûr, que je pourrai partager avec vous. Voilà. Donc, si tout s'est bien passé, vous avez donc ce PowerPoint, notion de toxicologie et huile essentielle. L'image est floue. Est-ce que c'est le PowerPoint qui est flou? Si c'est ma tête, c'est pas grave. Si c'est le PowerPoint, c'est plus embêtant. Voilà.
je vais continuer. Si d'autres ont des problèmes d'image, bon, apparemment l'image doit être OK pour d'autres. Donc le contexte actuel, c'est ce que je viens de vous évoquer. La littérature actuelle est totalement contradictoire et il y a des dogmes. Les cétones, c'est abortif. C'est un dogme. Il n'y a aucune base scientifique qui permet de nous dire que la fonction cétone présente un risque abortif, par exemple. Alors, des paradigmes erronés de l'aromathérapie. Il y a différents paradigmes, c'est notamment parmi eux, c'est de dire que le linalol a telle et telle propriété, alors qu'il existe un linalol dans la lavande qui a une certaine odeur et a certaines caractéristiques, certaines propriétés. Et puis vous avez le linalol de la coriandre qui n'a pas tout à fait la même odeur. D'ailleurs, certains, les anglo-saxons, l'appellent le coriandrol. Pourquoi? Parce qu'on a une main, la main droite, on a une main, la main gauche, ce sont deux mains, mais il y a le même nombre de phalanges, le même nombre de doigts, des structures anatomiques quasi semblables, mais elles sont opposées. Et vous savez que si vous avez une paire de ciseaux pour gaucher et que vous essayez de l'utiliser avec la main droite, vous n'y arriverez pas. Donc, les molécules, c'est la même chose. Le linalol, c'est un concept théorique, c'est un concept chimique, mais ce n'est pas un concept qui existe. Il y a du linalol de lavande et du linalol de coriandre, et ce n'est pas le même linalol. Donc, vous voyez, il est nécessaire de revoir les paradigmes de l'aromathérapie. Et puis, les postulats toxicologiques également ne sont pas toujours adaptés. Pourquoi? Parce que la toxicologie va étudier le comportement d'une molécule quand elle est isolée de son contexte. Mais dans une huile essentielle, on trouve toujours la molécule intégrée à un totem, à une matrice, et elle fait partie d'un tout. C'est comme si on sortait une note de musique d'une partition, ça ne veut plus rien dire, elle perd tout son sens et elle sera peut-être même désagréable. Pourquoi? Parce que c'est tout l'ensemble de la mélodie qui donne du sens à cet instrument, à cette note, etc. Dans l'aromathérapie, dans l'huile essentielle, nous avons la même chose. Le comportement d'une molécule seule ou dans une huile essentielle ne sont pas comparables. Alors d'autres postulats toxicologiques ne sont pas adaptés parce qu'on teste la toxicité des molécules sur des souris et que les souris n'ont pas le même foie que l'homme et donc ne vont pas éliminer les molécules de la même façon. Si je prends l'exemple d'une huile essentielle très connue qui est le basilic et de son principe actif qu'on appelle l'estragol, on dit attention cancérigène. Non, l'estragol n'est pas cancérigène. Le produit qui va être fabriqué par l'organisme, par le foie, à partir de l'estragol peut être cancérigène. Mais ce n'est pas l'estragol lui-même qui l'est. Et il se fait que la transformation de l'estragol dans le foie de la souris ou dans le foie de l'homme, ça ne donne pas les mêmes métabolites, ça ne donne pas la même chose. Et donc, on va se baser sur la toxicité d'une molécule chez la souris pour essayer d'évaluer la toxicité de la molécule chez l'adulte. Non, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il y a eu un drame dans l'histoire lié à un médicament qui s'appelle le Softenon. C'était un médicament pour les nausées de la grossesse. Alors, on a évalué sur les souris, aucun problème. Chez l'animal, aucun problème. On l'a testé chez des volontaires humains, des étudiants, etc. Mais on ne l'a jamais testé pendant la grossesse. Et puis après, on a mis le médicament sur le marché, on l'a prescrit dans les premiers mois de la grossesse et on s'est retrouvé avec de nombreuses malformations. C'est les bébés Softenon avec des membres en moins, etc. Pourquoi? Parce que le médicament n'avait pas été évalué dans les conditions réelles, c'est-à-dire chez la femme enceinte. On a les mêmes risques de mal-évaluation des huiles essentielles parce que les postulats de la toxicologie sont mal adaptés. Alors, ce que nous avons ici, c'est une comparaison entre deux huiles essentielles qui se ressemblent particulièrement. Je vous laisse découvrir. Le Citrus paradisi, c'est le pamplemousse. Et puis Citrus aurantium, on l'a senti ensemble. Et le pamplemousse aussi, d'ailleurs, on les a sentis toutes les deux.
quand on a étudié les agrumes. Et on voit qu'on a, je vais dire, une composition qui est très semblable, avec 95% de limonène dans les deux, presque 2% de myrcène dans les deux, entre 1,5 et 1% de pinène dans les deux, et puis des citrales, un peu d'octanal, de décanal, des coumarines, voilà. Et ce qui va faire la différence entre, pourtant à l'odeur, bah, on ne se trompe pas, on sent bien la différence entre une orange et un pamplemousse, hein. Si on vous donne à sentir ou à comparer les deux, vous savez très facilement faire la différence. Et la molécule qui va olfactivement faire la différence entre les deux, d'après les parfumeurs, ils auraient identifié le 1-paramantène 8-thiol, qui serait la molécule responsable de l'identification de la caractéristique pamplemousse. Et sa concentration dans l'huile essentielle est vraiment infime, puisqu'on est à 2, 4, 6, 7, à 10 exposants moins 9. Voilà. 10 exposants moins 9, c'est un milliardième. Donc, vous avez le kilo, le gramme 1000 fois moins, le milligramme 1 million de fois moins, et là, on est au microgramme 1 milliard de fois moins. Donc, c'est l'équivalent de 1 microgramme de molécules dans 1 litre d'huile essentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte. Pour vous donner une idée, 1 microgramme, ben, c'est 40 000 fois plus petit qu'une goutte. Il faut 40 000 microgrammes pour faire une goutte. Donc, il y a 40 000 fois moins qu'une goutte de cette molécule dans 1 litre d'huile essentielle de pamplemousse. Voilà. Donc, d'où l'importance de ces composants traces qui ne sont pas identifiés, mais qui vont faire toute la richesse de l'huile essentielle, bien sûr. Et puis, parmi ces différents concepts erronés, je vous montrais justement l'exemple que je prenais tout à l'heure de la main droite et de la main gauche. Donc, vous avez exactement la même molécule, mais elle est l'image l'une de l'autre dans un miroir. Cette molécule s'appelle la carvone. Mais la carvone gauche, c'est la carvone qui donne le goût particulier à l'odeur de l'aneth et à l'odeur d'une épice qu'on appelle le carvi, que l'on utilise notamment sur les fromages trappistes, etc. Et puis, la même molécule, à droite, c'est la molécule que l'on appelle chlorophylle dans les bonbons et les chewing-gums. Donc, c'est une carvone qui sent la menthe verte, et pour ne pas la confondre avec la menthe poivrée, les anglo-saxons appellent ça spearmint, à l'opposé de peppermint. Et en français, on va utiliser le nom menthe pour peppermint et le nom chlorophylle pour la menthe verte. Alors, cette notion de toxicité des huiles essentielles, ça repose sur deux notions principales. La première notion, c'est une notion de danger. Donc, il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des huiles essentielles qui sont beaucoup plus risquées que d'autres. Par exemple, si on évalue ça en prenant l'image du risque de mortalité lié aux accidents de la route, traverser une autoroute ou un périphérique avec 4 ou 5 voies de circulation, c'est un danger très important. Les véhicules roulent vite et il y a beaucoup de voies de circulation. Par contre, traverser sur un dos d'âne, dans une zone 30, une petite rue de village, le risque il est très faible. Et pourtant, il y a beaucoup plus de morts dans les zones 30 devant les écoles que sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que la deuxième notion qui va être importante, c'est l'exposition à ce danger. Est-ce qu'on est fortement exposé au danger ou faiblement exposé au danger? Donc on traverse beaucoup plus souvent, et ce sont des personnes à risque, des enfants, etc., qui vont traverser devant les écoles dans les zones 30, alors que sur l'autoroute,
Voilà, il est rarissime de voir un piéton traverser une autoroute. Voilà. Donc ce sont les deux notions principales. Donc le risque réel, c'est pour l'huile essentielle, le danger, c'est-à-dire la toxicité, c'est ce que nous évaluons avec la DL50, hein, le danger, la dangerosité de l'huile essentielle. Deuxièmement, c'est la dose que l'on va prendre en une fois. Et troisièmement, ben, c'est la durée d'exposition. Est-ce que l'estragol qui pourrait être cancérigène dans le basilic, je vais y être exposé souvent ou pas? Ben, je vais retrouver de l'estragol dans les béarnaises, parce qu'il y en a dans l'estragon. Je mange un potage au cerfeuil, j'aurai de l'estragol aussi. Je vais en retrouver dans mon pastis, etc., etc. Donc, vous voyez, on va tenir compte de l'exposition et de toutes les sources d'exposition possibles à cette substance pour pouvoir évaluer le danger. Et puis, on tiendra compte aussi des substances, des cofacteurs de risque, c'est-à-dire des substances qui vont augmenter ou diminuer le danger. Donc, si je prends une huile essentielle de sarriette qui est hypertensive, mais que je l'associe avec une marjolaine qui est hypotensive, ben, la synergie entre les différentes substances diminue le danger lié à l'exposition de cette huile essentielle. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre, à taper un petit message ou autre. Alors, pour évaluer la toxicité, la science va investiguer de nombreux domaines, de nombreux champs d'études. Tout d'abord, la nature de la substance. Est-ce que c'est une substance lipophile, hydrosoluble? Est-ce qu'elle est volatile ou que sais-je? On va évaluer ses effets. La façon dont elle est éliminée dans l'organisme, est-ce qu'elle va être véhiculée par le foie? Si elle est transformée par le foie et que le patient présente une maladie du foie, évidemment, je vais devoir être plus prudent. Si mon huile essentielle est éliminée par le rein et que j'ai un problème rénal, je suis en insuffisance rénale, par exemple, je serai plus attentif aux risques toxiques. Et puis, on va rechercher aussi à détecter toutes les molécules et les substances problématiques dans les organismes vivants, hein, pour s'assurer, par exemple, en cas de dioxine, de métaux lourds, etc., est-ce que la substance dangereuse est présente dans mes aliments? Est-ce qu'il y a différents facteurs de risque, etc. Alors, mes premières recherches, il y a des années en toxicologie, ont été un petit peu compliquées. Tout d'abord, tout se fait en anglais, sur Internet et sur les sources scientifiques concernant la toxicité des huiles essentielles ou de leurs molécules. Et puis, quand je tapais le terme toxicity, je trouvais toujours la toxicité des huiles essentielles sur les microbes. Et donc, je trouvais plutôt des propriétés thérapeutiques, puisque la toxicité du thym sur le staphylocoque doré, ce n'est pas vraiment ce que je cherchais. Donc, il a fallu utiliser les bons mots-clés, les bons mots pour arriver vraiment aux informations. Donc, il faut plutôt taper toxicologie que toxicity pour avoir vraiment des informations qui seront pertinentes. Alors, il faut étudier deux. Il y a tout d'abord la toxicité aiguë, et évidemment, on étudie ça en comparaison avec la toxicité chronique ou subchronique. Voilà. C'est quoi la différence? Si je regarde, je compare par exemple deux huiles essentielles, l'huile essentielle de lavande et le sel de cuisine. En termes de toxicité aiguë, la quantité mortelle d'huile essentielle de lavande est plus importante que celle du sel de cuisine. Ce qui veut dire que le sel est plus toxique d'un point de vue aigu, c'est-à-dire que le risque mortel est plus important en ingérant une grosse quantité de sel qu'en ingérant une grande quantité d'huile essentielle de lavande. Maintenant, le sel est soluble dans l'eau. Donc le sel est soluble dans les urines,
je vais pouvoir éliminer le sel et je vais pouvoir consommer du sel tous les jours dans mon alimentation sans risque majeur pour ma santé. Alors que l'huile essentielle de lavande, elle n'est pas hydrosoluble. Donc je ne sais pas l'uriner complètement. Et elle va se déposer dans mes corps gras, dans mes tissus adipeux, dans mon système nerveux, etc. Donc si je prends la même quantité d'huile essentielle de lavande que de sel tous les jours, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, etc., à un certain moment, l'huile essentielle de lavande va être beaucoup plus toxique que le sel, parce que le sel, je ne garde rien, alors que la lavande, j'accumule, et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, j'arrive à une dose cumulative d'huile essentielle qui fait que l'huile essentielle devient toxique. Voilà la différence entre les deux. Alors pour évaluer la dose, la toxicité aiguë, c'est facile. On donne une grosse quantité en une fois et on voit quelle quantité tue l'animal. Donc, je l'ai déjà évoqué avec vous, ça s'appelle la DL50, la dose létale qui tue dans les 14 jours qui suivent la prise 50% des animaux. C'est tout à fait arbitraire. Il y a des animaux qui peuvent avoir été empoisonnés et qui vont mourir 3 semaines après, 1 mois après, ils ne sont pas comptabilisés, donc ça ne fait pas partie de la DL50. Mais il fallait bien un point de repère, il fallait bien, je vais dire, une norme, et donc cette norme, c'est la norme de la DL50. Sachez qu'en anglais, dans vos recherches, c'est LD50, donc on inverse les initiales. Alors on parle de la DL50 par voie orale, mais aussi sur la peau. Donc si j'ai un acide, par exemple, quelle est la quantité d'acide qui va provoquer la mort sur la peau, et quelle est la quantité d'acide qui provoque la mort par voie orale. Alors vous trouverez des données aussi en injection musculaire, en injection sous-cutanée, en injection intrapéritonéale. Et puis vous trouverez également une concentration dans l'air que nous respirons, mortelle. Donc on parlera de LC50, donc c'est la concentration létale. Donc quelle quantité de camphre est nécessaire dans l'atmosphère que nous respirons pour tuer la moitié des souris présentes dans la cage, par exemple, etc. Alors, un exemple, si je prends le linalol, alors je vous ai dit, il y a du linalol de lavande et du linalol de coriandre. Donc ici, on prend moitié-moitié, 50% de chaque. C'est un linalol qui a été synthétisé. On parlera de linalol racémique. Racémique, ça veut dire moitié droit, moitié gauche. La toxicité orale, le rat, par gavage, c'est-à-dire avec une seringue, hein, comme on gave les oies, on oblige le rat à avaler le linalol. La dose létale est de 2,79 grammes par kilo de poids corporel. Et vous avez l'information de la recherche 1964. On l'a refait chez la souris. Il fallait également 2,2 grammes de linalol pour tuer la moitié des souris. Ça, c'était une étude Rhône-Poulenc en 92. Voilà. Et puis, au niveau de la toxicité par voie cutanée, on a chez le lapin 5,6 grammes par kilo de poids corporel sur la peau. Chez le rat, 5,6 grammes également. Et en injection sous-cutanée chez la souris, on est à 1,47 g par kilo de poids corporel. La toxicité par inhalation du linalol n'a pas pu être déterminée. Par contre, on sait par exemple que l'ITCA-Q-BEBA, sa concentration létale est de 12,5 parties par million. Voilà. Je manquerai un petit peu de temps aujourd'hui pour vous faire les calculs. Ce sont des doses qui sont vraiment très élevées. On s'est amusé à le faire avec certaines classes. Donc de calculer le nombre de mètres cubes qu'il y a dans une classe et de voir combien ça représente en quantité d'huile essentielle dans la classe pour arriver à la dose létale. Ce sont de très nombreux millilitres à diffuser et à mélanger dans l'air ambiant. Et puis nous avons l'étude de la toxicité de doses répétées,
ça la dose de la toxicité subchronique. Donc, on va vérifier quelle est la toxicité sur les différents organes. Si je prends dans les compléments alimentaires, etc., imaginons que vous avez un laboratoire comme Pranarome qui vend une capsule à base d'huile essentielle pour bien dormir, qui contiendrait une huile essentielle de lavande. Vous en prenez tous les soirs pour dormir. Bon, au bout de quel temps vous risquez une toxicité et sur quel organe? Donc c'est un petit peu ce que ces différentes études vont permettre d'identifier. Alors la première étude que l'on fait, c'est l'étude sur le cancer ou sur les mutations génétiques. Et donc voilà, ces différentes études vont permettre d'identifier différentes valeurs et la première valeur que l'on va identifier, c'est la valeur NOEL. Attendez, je vais... Vous avez toujours le diaporama devant vous? Ah. Merci pour votre tour. Donc, est-ce que le diaporama est revenu? Toujours pas. Merci, je vais le repartager. Voilà. Normalement, ça devrait être bon cette fois-ci. Voilà, donc je vous ai mis simplement la signification de ces initiales Noël et NOAEL. Donc c'est la détermination de la plus haute dose qui ne provoque aucun changement dans l'organisme. Donc ce sont si vous voulez, c'est la marge de sécurité. Le NOEL, c'est la marge de sécurité. Et puis vous avez la détermination du NOAEL, ça c'est l'effet indésirable. Donc c'est adverse effect. Donc c'est la dose à laquelle il n'y a aucun effet secondaire qui est observé. Et entre les deux, entre le Noël où il ne se passe rien et la dose à laquelle le produit va devenir toxique, on a la notion de marge thérapeutique. Voilà. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails pour pas complexifier trop. Vous avez des médicaments où on a une grande plage, c'est-à-dire on peut prendre des doses importantes avant d'arriver à la toxicité, et des médicaments où la dose thérapeutique, la marge thérapeutique, pardon, est très étroite, c'est-à-dire qu'il faut prendre une quantité suffisante pour que le médicament marche, fonctionne, mais la dose à laquelle il est toxique est très proche de la dose à laquelle il fonctionne. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle les médicaments à marge thérapeutique qui est étroite. Et à partir de là, quand on a identifié la plus petite dose toxique de l'huile essentielle, on va calculer ce que l'on appelle le DJA. C'est la dose journalière admissible, c'est-à-dire une exposition admissible tous les jours pour être sûr d'éviter la toxicité de l'huile essentielle. Donc, si on s'est aperçu que la plus petite dose toxique était de 100 mg par kilo de poids corporel, ben, on va diviser, si c'est une dose toxique chez l'animal, on va diviser par 10 pour se prémunir du risque de différence de toxicité entre l'homme et l'animal. Et on va diminuer par 10 aussi pour la sensibilité, c'est-à-dire que parmi les différentes personnes, les différents terrains, certains sujets pourraient, le sujet le plus faible pourrait
avoir une sensibilité beaucoup plus importante que la majorité de la population. Donc on prend un facteur de sécurité de 100, on divise la dose par 100 et on va arriver à la dose journalière admissible. Ça, c'est un petit peu ce qui régit la tolérance et la réglementation dans les compléments alimentaires, entre autres, mais aussi pour les médicaments. À part qu'il y a d'autres, dans le médicament, il y a d'autres éléments qui interviennent en ligne de compte, et notamment l'évaluation du ratio bénéfice-risque. C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans les compléments alimentaires. Voilà. À côté de ça, on va avoir des études de toxicité, voir ce que la substance étrangère, le chemin qu'elle prend dans l'organisme avant d'être éliminée. Donc, par quelle voie est-elle absorbée, comment se distribue-t-elle dans l'organisme, comment est-elle éliminée, où s'accumule-t-elle, est-ce que c'est dans le cerveau, dans les tissus nerveux, dans les adipocytes, comment est-elle transformée, etc. Donc, tout ça va être étudié pour évaluer les mécanismes toxiques des huiles essentielles. Et puis parfois, on a la chance de ne pas avoir des données sur l'animal, mais d'avoir des données sur l'homme, et ça permet d'avoir des informations toxiques beaucoup plus précises. Alors on a ces observations, notamment sur base des données statistiques des centres antipoison, et ça concerne, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça concerne principalement les personnes qui ont fait des tentatives de suicide, ou bien qui ont pris accidentellement des quantités d'huile essentielle qui étaient beaucoup trop importantes. Alors, si on prend l'exemple d'une fiche toxique sur une huile essentielle, ici vous avez la cannelle dite de Chine. C'est une huile essentielle dont on distille les feuilles généralement. On peut l'obtenir également de l'écorce, elle est un peu plus rare. Donc on sait que la DL50 chez le rat, c'est 2,8 grammes par kilo de poids corporel. On voit que le lapin est beaucoup plus sensible. Non, il doit y avoir probablement une erreur de 0. Hein, il faudra que je vérifie la donnée sur le lapin. Elle ne doit pas être correcte. En tout cas, elle n'est pas cohérente. Alors ensuite, nous verrons qu'il y a des données, des autres données, IFRA, que je vais vous développer par la suite. On a également une information de la concentration létale. Et donc la concentration létale de l'huile essentielle de cannelle dans l'air, c'est 0,479 mg d'huile essentielle par millilitre, c'est-à-dire 0,479 g par litre. Voilà. Donc les doses toxiques sont vraiment, les doses mortelles dans l'air respiré sont vraiment très élevées, puisqu'un mètre cube d'air, c'est 1000 litres, et que dans une pièce, vous pouvez facilement avoir une petite centaine de mètres cubes d'air. Donc vous avez des doses d'air qui sont de l'ordre de 100 000 litres d'air dans la pièce. Donc, vous voyez à quelle quantité d'huile essentielle ça peut correspondre. Ce sont des doses qui sont énormes. Alors ici, en vert, nous avons les propriétés thérapeutiques qui sont identifiées pour l'huile essentielle. Donc, elle a une action sur le spasme du tractus gastro-intestinal, sur la coagulation du sang, sur les flatulences, etc. L'huile essentielle ne doit pas être prise pendant la grossesse, et la quantité maximale d'huile essentielle que l'on peut utiliser ne doit pas correspondre à une utilisation supérieure à l'équivalent de 2 à 4 grammes d'écorce ou de feuilles de cannelle par jour. Voilà. Ça, ce sont des données qui sont voilà, un peu plus compliqué à identifier, parce qu'il faut connaître la teneur en eau de la plante et pouvoir connaître également le rendement en huile essentielle.
Ça nous permet d'identifier quelle est la quantité de plantes nécessaires pour produire les quelques gouttes d'huile essentielle qu'on va prendre pendant la journée. Alors voyons ensemble quels sont les principaux risques. Ça, vous avez dans le syllabus. Donc le principal risque que nous avons avec les huiles essentielles, c'est de brûler la peau quand on les applique en usage externe sur la peau. Alors quelles sont les molécules qui sont concernées? Tout d'abord les phénols, bien sûr, nous avons déjà étudié. Dans une moindre mesure les aldéhydes, surtout les aldéhydes de la cannelle. Et puis certaines autres molécules peuvent parfois irriter les peaux les plus sensibles, entre autres. Pour éviter ce risque de dermocausticité, la solution est de diluer l'huile essentielle dans une huile végétale, dans une crème ou autre chose. Alors il y a 4 classes d'irritation cutanée. La 5e classe, ce sont les huiles essentielles qui sont parfaitement tolérées sur la peau. Alors la classe 1, la classe la plus agressive, il n'y a que la moutarde. Vous connaissez probablement le gaz moutarde. Hein, donc vous avez une huile essentielle qui est particulièrement agressive sur la peau, particulièrement agressive quand on la respire, ça fait pleurer. Si vous connaissez le wasabi, quand vous prenez un peu trop de wasabi, ça vous pique vraiment les sinus très violemment. Voilà, on est dans le même type de molécules, des molécules terriblement agressives, terriblement brûlantes. La 2e classe, c'est la classe d'une huile essentielle que vous trouverez très peu dans le commerce. Ce sont des lactones. C'est une huile essentielle qui s'appelle le massoya. En latin, c'est Cryptocarya massoya. Elle est tellement brûlante et agressive qu'elle n'est pas en vente libre dans le commerce, vous ne la trouverez pas. La térébenthine, quand elle est peroxydée, si vous avez une très très vieille térébenthine qui a été totalement oxydée et peroxydée, elle devient brûlante et agressive sur la peau. Voilà. Donc c'est la térébenthine oxydée. Et puis les huiles essentielles d'ail et d'oignon sont particulièrement agressives sur la peau, plus que les phénols, puisque les phénols sont en classe 3. Donc vous voyez ici dans notre diaporama que si vous voyez mon curseur, que les phénols sont dans la 3e classe d'irritation cutanée, avec les thym, les origans, les cannelles, le clou de girofle. Dans cette catégorie, on a la sarriette et aussi les citronnelles. Sabopogon, pardon. Sabopogon, c'est la classe des citronnelles, sauf certains sabopogons comme le palmarosa, entre autres, etc. On a une 4e classe d'irritation cutanée dans laquelle on retrouve les huiles essentielles légèrement chauffantes, les gaultéries, si vous connaissez, si vous avez déjà mis la gaultérie sur la peau, le basilic et l'eucalyptus citronné également. Ça, ce sont les différentes classes de dermocausticité d'huile essentielle. Il ne faut surtout pas confondre cette dermocausticité avec l'allergie. La dermocausticité, c'est obligatoire. Si je mets une huile essentielle d'origan sur la peau, ça brûle tout le monde de la même façon. L'allergie, ça brûle, ça ne provoque pas la même réaction chez tout le monde. L'allergie, elle dépend du patient. Donc ce n'est pas obligatoire. C'est la grande différence entre la causticité, qu'on appelle la causticité, et la sensibilisation. Alors, pour éviter le risque d'allergie, nous le ferons ensemble quand nous aurons l'occasion de nous retrouver au cours. On utilise une petite goutte d'huile essentielle dans le pli du bras, dans le creux du coude, et on va attendre 20 minutes et on va voir s'il y a une petite plaque rouge qui se développe dans le creux du coude. S'il n'y a pas de plaque qui apparaît, on va pouvoir utiliser l'huile essentielle sur la peau. Alors les plus allergisantes, c'est le costus, de nouveau une huile essentielle que vous aurez énormément de mal à trouver dans le commerce. Et alors la verveine. La verveine, très très magnifique huile essentielle par voie orale, redoutable huile essentielle sur la peau, interdite dans les cosmétiques.
Donc voilà, Alosia citriodora, vous la trouvez parfois sous les appellations aussi Lipia citriodora. Vous la trouverez également parfois sous l'appellation euh, Verbena officinalis, mais cette verveine est particulièrement allergisante. Et puis, à côté de ça, nous avons des molécules qui sont parfois considérées comme des allergènes potentiels, le limonène, le menthol, etc., le safrole. Ces réactions allergiques sont particulièrement rares, mais possibles. Le troisième risque toxique, c'est l'hépatotoxicité des huiles essentielles, et nous les avons étudiées ensemble. Ça concerne principalement les huiles essentielles à phénol. Nous verrons qu'il y a d'autres huiles essentielles également qui peuvent être hépatotoxiques à haute dose ou à long terme. Ça peut altérer le fonctionnement des cellules du foie. L'hépatotoxicité, elle est surtout présente dans le chronique, c'est-à-dire si on prend des huiles essentielles sur des longues périodes. Mais prendre 12-13 gouttes d'huile essentielle en une fois, l'agressivité hépatique est faible et le risque hépatique est assez faible. Le risque principal, c'est un risque de cirrhose. Et pour éviter ce risque, on associe les huiles essentielles les plus agressives avec des huiles essentielles qui sont réputées hépatoprotectrices, comme les deux romarins, celui à verbenone, celui à cinéole, comme la menthe poivrée, comme le basilic, le citron. Et le phénol qui est le plus agressif au niveau du foie, c'est le carvacrol, que nous retrouvions, rappelez-vous, dans l'Origanum compactum et que nous avons retrouvé également dans la sarriette. Alors, parmi les autres huiles essentielles que les phénols, à être potentiellement hépatotoxiques, vous avez le transanétol, à très forte dose. Hein, donc, c'est une molécule qu'on va retrouver dans le pastis, c'est une molécule anisée. Vous avez le méthylchavicol, dont l'autre nom est l'estragol. Et c'est une molécule qui va provoquer un cancer du foie chez l'animal à forte dose et à long terme. Il y a une petite erreur dans mon PowerPoint, je vais corriger, c'est le méthyleugénol. Le méthyleugénol, on va passer parce qu'on en trouve peu dans les huiles essentielles, en petite quantité. La pulégone, là de nouveau. Oui, oui, donc au niveau de l'hépatotoxicité, je vais dire à dose d'empoisonnement, ça concerne tout le monde. Mais à faible dose, ça ne concerne que les personnes qui ont un problème hépatique. Donc ça va concerner la personne qui a une hépatite du foie, ça concerne la personne qui a vraiment, je vais dire, une fragilité particulière. Voilà. Alors le safrole, oui, est une molécule qui pourrait être toxique à très forte dose au niveau du foie. Les coumarines, oui, faiblement toxiques, mais c'est hypocoagulant. Donc ça va jouer un rôle à dose d'empoisonnement, ça jouera un rôle qui est un peu semblable à celui du morora, hein, provoquer des hémorragies au niveau du foie. Mais nous, surtout ce qui va nous intéresser également, c'est le menthol. Il faut savoir que certains sujets ont une enzyme qui leur manque. Et donc, quand cette enzyme manque, le menthol est beaucoup plus toxique au niveau du foie. Glucose 6-phosphate déshydrogénase. Et elle est particulièrement importante. Cette déficience génétique est particulièrement importante chez la population noire américaine masculine. Voilà. Et ça touche environ 12% des hommes noirs américains.
Et voilà, ils le savent parce que le menthol étant tellement présent en confiserie et dans l'alimentation, que généralement les personnes qui sont sujets à cette déficience génétique sont au courant de leurs problèmes et vont bien évidemment ne pas consommer l'huile essentielle de menthe poivrée. Autre risque toxique, c'est la néphrotoxicité. Néphron, c'est l'unité de filtration du rein. Donc la néphrotoxicité, c'est un terme un petit peu compliqué pour indiquer la toxicité. Là aussi, il y a une petite faute d'orthographe, une faute de frappe dans cette diapositive. Donc la néphrotoxicité, c'est la toxicité au niveau du rein. Et là, de nouveau, ça concerne quoi? Ça concerne la personne qui a fait une tentative de suicide, ça concerne la personne qui est malade des reins, la personne qui est sous dialyse, la personne qui a une grave insuffisance rénale, qui a de l'albumine au niveau des urines, entre autres, etc. Une personne qui a des séquelles de maladies sexuellement transmissibles, comme des gonorrhées, etc., par exemple. Alors, on a des données bibliographiques sur Juniperus communis. Je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques de toxicité rénale, mais le genévrier est réputé être néphrotoxique à haute dose, surtout le rameau. Vous avez la térébenthine qui peut être néphrotoxique à très haute dose. Et puis, vous avez les stimulants du rein qu'il faudra utiliser avec précaution chez la personne qui est malade des reins. Je pense au bois de santal, je pense à la livèche. Ce sont des grands stimulants du rein. La livèche, c'est étonnant comme huile essentielle. Peut-être vous avez déjà eu une bonne grippe, une grosse fièvre. Et cette grosse grippe, généralement, colore l'urine du matin très fortement. Donc cette atteinte virale va donner des couleurs presque brunes aux urines matinales. La livèche, ça fait un peu la même chose qu'une bonne grippe. C'est un tellement puissant détoxifiant du rein que quand on prend de la livèche, on a les urines du matin qui sont très colorées, qui sont presque brunes. Donc ces huiles essentielles sont à utiliser avec prudence chez la personne qui est fragile du rein. Et puis vous avez des huiles essentielles qui sont très intéressantes pour les reins, c'est l'aneth. Par contre, l'aneth, il existe l'aneth graveolens, l'aneth classique et Anethum soa, l'aneth utilisée en Ayurveda. Donc, il va être très important de bien identifier les produits qu'on utilise, parce que quand on utilise les appellations anglo-saxonnes et les appellations floues, on peut se tromper d'aneth et avoir une aneth qui sera toxique pour les reins, au lieu d'avoir une aneth qui est diurétique et qui va nous aider à éliminer les toxines, les acides, etc. Voilà, en gros, pour les molécules particulièrement présentant un risque au niveau du rein. Donc, à quoi sert cette partie du cours? Cette partie du cours sert à identifier la liste des huiles essentielles qui seront déconseillées quand on a un problème ou une maladie au niveau des reins, etc. Ensuite, on a la toxicité au niveau du système nerveux. Et là, comme l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, quand elle est en excès dans l'organisme, elle va être difficile à uriner et donc l'organisme va la stocker un petit temps. Va la stocker dans les adipocytes. Ce sont des cellules naturellement riches en corps gras, mais le système nerveux est particulièrement riche, évidemment, vous le savez, en oméga 3, les gaines de myéline, et la structure du système nerveux est une structure particulièrement lipidique. Si vous avez déjà mangé de la cervelle ou vu de la cervelle, vous connaissez un peu ce côté gras des tissus nerveux. Donc, la neurotoxicité concerne la prise de petites doses d'huile essentielle tous les jours sur de longues périodes. Et le meilleur exemple que nous avons, ce sont nos grands artistes qui étaient alcooliques et
grands consommateurs de liqueurs d'absinthe et qui ont accumulé ces molécules d'huile essentielle d'absinthe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à développer une neurotoxicité et des troubles nerveux. Alors, tout d'abord, on a deux troubles majeurs. Vous avez l'épilepsie et vous avez la convulsion. Voilà, ça, ce sont les principales neurotoxicités que l'on va observer lors de prises quotidiennes d'huile essentielle. Et puis, en cas d'empoisonnement, ou de tentative de suicide, on a le coma également, qui est une des formes de la neurotoxicité des huiles essentielles. Voilà. Alors, quelles sont les molécules concernées? Les cétones, on ne les a pas encore étudiées. Les cétones, la plus connue, c'est le camphre. Et puis, vous allez retrouver des cétones dans des huiles essentielles comme les sauges, l'hysope, évidemment l'armoise, l'absinthe, etc. On va retrouver une neurotoxicité dans les lactones également, mais il est rare de trouver des huiles essentielles avec des doses de lactones importantes. Et donc la toxicité va varier selon le type de cétone. Il y a des cétones très toxiques comme celle de l'hysope. Il y a des cétones beaucoup moins toxiques comme celle de l'aneth par exemple. Et puis ça va dépendre de la dose. De la voie d'administration, on s'aperçoit que la dose orale est toxique alors que la dose cutanée ne l'est pas. Et puis les posologies, donc la durée des prises dans le temps. Alors les principales molécules concernées, c'est ce qu'on appelle l'eucalyptol, c'est-à-dire le 1,8-cinéol, qui est une molécule qui a été déconseillée d'utilisation dans tous les suppositoires pour bébé. Fut un temps, le VIX pour bébé a été retiré des pharmacies et on a changé la réglementation. Ils ont dû retirer l'eucalyptol des baumes pectoraux pour bébé pour éviter le risque de convulsions fébriles, de convulsions liées à la fièvre. Et la deuxième molécule qui pourrait présenter un risque, c'est le camphre. Il y a un cas clinique d'une petite fille de 3 ans qui a fait une convulsion avec 700 mg de camphre pur. Alors, à titre d'exemple, 700 mg, ça nous représente un peu moins de, comment dirais-je, de 20 gouttes d'huile essentielle. Donc 1 millilitre d'huile essentielle, 20 gouttes, ça va peser entre 800 et 900 mg d'huile essentielle. Donc ici, on est entre 15 et 17 gouttes de camphre pur. On va calculer de façon très sécuritaire, on va dire même 15 gouttes de camphre pur. Et dans un romarin à camphre, vous avez 20% de camphre. Donc ça correspond à une dose de 75 gouttes de romarin à camphre pour une petite fille de 3 ans. Voilà. Et ça provoque des convulsions. Bon, c'est pas vraiment étonnant. Et on a une autre observation chez une jeune femme de 22 ans, cette fois-là avec 12 grammes de camphre pur, ce qui représente l'équivalent de 8 flacons de romarin à camphre, hein, pour vous donner une petite idée. Voilà, je suis désolé, on va être interrompu un petit peu par le téléphone. Voilà, donc la neurotoxicité au niveau de l'épilepsie, c'est principalement le cinéole et le camphre. Et puis, au niveau de la convulsion, c'est principalement l'eucalyptol et le camphre. Alors qu'au niveau de l'épilepsie, on va avoir plutôt comme huile essentielle concernée le thuya, l'hysope, dans une moindre mesure la sauge officinale, et puis différentes huiles essentielles, la menthe Pouilio, qui est parfois utilisée pour notamment pour éloigner les poux. Alors de loin, parmi toutes ces huiles essentielles, la plus épileptisante est probablement l'hysope officinale. Et donc les doses qui ont provoqué des épilepsies sont généralement des doses de 35 gouttes en une fois.
Donc, vous voyez, ce sont des doses qui sont fortes, mais si on a affaire à un patient qui est épileptique, il est à risque accru, et donc il est nécessaire d'utiliser avec grande prudence ces huiles essentielles. Alors, il n'est pas impossible de les utiliser, mais on va les associer avec d'autres huiles essentielles protectrices et anti-épileptiques. La photosensibilisation, on l'a déjà étudiée ensemble, donc je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur cette diapositive. Donc, dites-vous bien que ce ne sont pas toutes les coumarines qui sont photosensibilisantes, c'est seulement certaines. Les furocoumarines, entre autres, qu'on va retrouver souvent dans les essences d'agrumes. La principale étant bien sûr la bergamote. Mais il y a d'autres huiles essentielles photosensibilisantes que les agrumes. La principale, c'est la verveine que je vous ai déjà évoquée tout à l'heure. Et puis les autres, vous voyez, on les utilise rarement. Le petit grain mandarinier, le kéla, l'angélique racine, le cumin, la rue fétide, Opoponax chironium également. Donc ce sont des essences qui sont rarement utilisées. Dites-vous que les principales familles photosensibilisantes sont les agrumes et les apiacées. Les apiacées, vous connaissez probablement le cas de la berce du Caucase, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages aux journaux télévisés, etc., sur cette fameuse plante. Il ne faut pas essayer de l'éradiquer soi-même quand on en a dans le jardin, parce que son suc est tellement photosensibilisant qu'elle provoque vraiment des brûlures particulièrement graves avec des pustules, etc. Et donc, si nous regardons notre liste, ici, Amivisnaga, c'est une apiacée, l'angélique, c'est une apiacée, le cumin, c'est une apiacée, ruta, c'est rutacée, comme les agrumes, Opoponax, c'est également une apiacée, et puis la mandarine, évidemment, c'est un agrume comme ruta. Donc on a une exception, c'est la verveine, et toutes les autres plantes appartiennent à deux familles, soit les agrumes, la famille des rutacées, soit les ombellifères, donc les apiacées, avec le kéla, l'angélique, le cumin et l'opoponax. Et puis, je vous rappelle quelque chose qu'on a évoqué ensemble quand on a étudié les agrumes. Quels sont les agrumes qui ne sont pas photosensibilisants? L'orange et la mandarine. Et puis les agrumes qui ont été distillés et qui n'ont pas été pressés. Ça, c'est un petit résumé de la photosensibilisation. Le risque abortif, il est... Je vais dire, on est toujours prudent, bien sûr, pendant la grossesse. On va éviter d'utiliser de façon inconsidérée toutes les huiles essentielles, mais c'est plutôt pour un risque de fragilisation du système nerveux. Quand la maman va prendre des huiles essentielles, comme l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, elle va s'accumuler dans les corps gras, et puis on a un fœtus qui est en train de construire un système nerveux, et il ne faudrait pas fragiliser l'édifice. Donc on va éviter d'exposer la maman de façon inconsidérée aux huiles essentielles, et principalement aux huiles essentielles qui contiennent des cétones. Pourquoi? Quand nous allons étudier la famille biochimique des cétones, on verra que les cétones, elles sont dissolvantes des corps gras. Et donc, comme le corps est en train de fabriquer un système nerveux qui est composé d'oméga 3, etc., on va éviter d'exposer à des quantités importantes de molécules qui sont lithiques et dissolvantes de ces matières. Alors, le côté abortif, il est absolument pas prouvé. Il est rarissime chez l'animal et à des doses vraiment de suicide, à des doses où le produit est mortel également pour le parent et pas uniquement abortif. Donc, on sera très prudent avec les huiles essentielles les plus dangereuses. La menthe pouliot, donc, qui est un antipoux. Le persil. Alors le persil semence, il a été utilisé dans les milieux catholiques
début du XXe siècle en Italie pour provoquer des avortements clandestins, notamment voilà, chez des religieuses, des sœurs, etc. Et la dose abortive de cette huile essentielle, qui est probablement la plus toxique et la plus abortive, c'était de prescrire 0,9 millilitres, c'est-à-dire environ 18 gouttes d'huile essentielle tous les jours pendant 10 jours. Ça, c'était la dose abortive pratiquée de façon clandestine début du siècle passé en Italie avec le persil semence. Donc vous voyez, avec les huiles essentielles qu'on utilise classiquement, qui sont généralement réputées sans danger, les lavandes, les romarins, etc., vous vous rendez bien compte que le risque abortif, il est insignifiant. La sabine, c'est une plante que vous connaissez probablement pas et que vous trouverez, pour ainsi dire, pas en aromathérapie. Et la Ruta graveolens non plus, vous la trouverez pas sur le commerce des huiles essentielles. Alors, deux huiles essentielles avec lesquelles on va être prudent parce qu'il y a toutes les publications leur attribuent des propriétés abortives non prouvées. C'est la sauge officinale, c'est le thuya. J'ai eu la chance de travailler avec des médecins généralistes qui ont accompagné de nombreuses grossesses avec des huiles essentielles. Et la sauge officinale avec un suivi médical est un remède majeur de grossesse à problème. Donc, à dose physiologique, elle est plus un remède des pathologies de la grossesse qu'un risque pour ces grossesses. Malgré tout, tous les ouvrages vont attribuer des propriétés abortives à cette huile essentielle de sauge. Le risque cancérigène est à prendre en compte pour des personnes qui sont en rémission, qui sont exposées à un risque cancérigène particulier, notamment des personnes qui sont des sujets à risque, notamment des personnes qui ont fait plusieurs cirrhoses, entre autres, etc. Voilà. Donc il y a quelques molécules qui sont un peu plus risquées. Globalement, quand on étudie les molécules séparément, on voit qu'il y a quelques molécules qui sont cancérigènes, mais la quantité de molécules dans les huiles essentielles anticancéreuses est tellement plus importante. On a un ratio de 95% de molécules anticancéreuses prouvées et 5% de molécules potentiellement cancérigènes. Donc, si on consommait la molécule toute seule, oui, bien sûr, il pourrait y avoir un risque, mais quand on consomme l'huile essentielle totale, la matrice est particulièrement protectrice. On va malgré tout être prudent avec différentes huiles essentielles, notamment sur des utilisations à très longue, sur des longues périodes, à très long terme. C'est le cas de l'estragon avec son safrole, son estragol. C'est le cas, non, l'amande poivrée, il n'y a pas de preuve de risque cancérigène sur l'amande poivrée. La cannelle écorce, le périlla, oui, il y a des mutations génétiques quand on empoisonne les bactéries et les champignons avec ces huiles essentielles. Mais franchement, les principaux risques chez l'homme, vous les avez ici avec le safrole, l'estragol, le méthylogénol, la piole et l'hémicine. On trouve cette huile essentielle dans la noix de muscade, et azarone, c'est dans le roseau, qui consomme et utilise l'huile essentielle de roseau odorant. Voilà, ce sont des molécules assez rares, mais elles sont citées. Vous savez que vous pouvez retrouver l'information quand vous en avez besoin. On en arrive au point principal, c'est le point qui concerne les interactions entre les huiles essentielles et les médicaments. Donc on peut avoir une huile essentielle qui n'est pas toxique, mais qui va interagir avec le médicament pour le rendre soit inefficace, soit dangereux. Et donc c'est ce que l'on va essayer d'éviter. Ça concerne surtout les médicaments qui sont à marge thérapeutique étroite. Ce sont des médicaments pour lesquels on va généralement faire un dosage sanguin. Je prends l'exemple de médicaments
pour certains migraineux ou certaines personnes épileptiques, la dépakine. La dépakine, on va faire un dosage sanguin pour vérifier que le dosage n'est pas trop important, pour éviter la toxicité du médicament. Il a été accusé d'avoir causé de nombreuses malformations et de nombreuses grossesses à problème, même de très nombreuses années après l'arrêt de la dépakine. Donc il faut éviter au maximum d'exposer nos jeunes à ce médicament, parce que même plusieurs années après avoir arrêté ce médicament anti-épileptique ou anti-migraineux, il persiste des risques pour la grossesse. Donc ça, c'est l'exemple même d'un médicament où la dose toxique et la dose thérapeutique sont vraiment très proches. Donc si je prends des huiles essentielles qui vont améliorer l'élimination du médicament en stimulant le foie par exemple, le taux du médicament diminue dans l'organisme et l'enfant ou le jeune ou le patient peut faire une crise d'épilepsie. Voilà. Ce n'est pas l'huile essentielle qui produit l'épilepsie, vous comprenez. On a affaire à un patient épileptique qui ne faisait plus de crise parce qu'il prenait un médicament, et comme son médicament est moins efficace, il va se remettre à faire de nouveau des crises. Ce n'est pas les huiles essentielles qui le provoquent, bien sûr. Les huiles essentielles, elles ont juste diminué le médicament dans l'organisme. Et puis ce que nous avons, c'est également des huiles essentielles qui sont, je vais dire, gérées par le foie grâce aux mêmes enzymes que certains médicaments. Donc, par exemple, si je prends du clou de girofle par voie orale, si je prends une huile essentielle comme l'amande Pouliot par voie orale, en même temps que du dafalgan, c'est-à-dire un paracétamol, qui est la molécule acétaminophène, il y a des interactions dans le sens où le médicament va s'accumuler plus dans l'organisme, il sort moins vite. Donc c'est l'effet contraire de l'exemple précédent. Quand je prenais l'exemple de la dépakine, on avait des huiles essentielles qui éliminaient plus vite le médicament. Et ici, on a des huiles essentielles qui vont ralentir l'élimination du médicament. Et il se fait que si j'accumule le paracétamol dans l'organisme, il peut devenir toxique pour le foie. Et puis vous avez le fameux menthol, dont on a parlé tout à l'heure pour ces fameux noirs américains, ces 12% de noirs américains qui étaient déficients en G6PD. Donc on va avoir une interaction avec tous les gens qui prennent des médicaments contre la malaria, d'autres molécules comme des antibiotiques, la streptomycine, des chloramphénicols, des sulfamides, et on peut avoir une interaction aussi entre le menthol et l'aspirine. Et puis après, vous pouvez avoir d'autres effets indésirables qui ne sont pas de vraies interactions médicamenteuses, qui sont en fait des mécanismes d'addition. Donc, quand je prends une hélicryse par voie orale et que en même temps je prends de la warfarine ou bien une aspirine cardio, du Syntron ou une aspirine cardio, l'hélicryse n'agit pas sur le médicament. Elle ne va pas diminuer la dose du médicament, elle ne va pas augmenter la dose du médicament dans l'organisme. C'est simplement une addition des propriétés de l'hélicryse avec les propriétés du médicament. Et donc ces deux propriétés additionnées fait que, en cas de blessure, en cas d'intervention chirurgicale, etc., les risques hémorragiques sont augmentés parce que l'huile essentielle ajoute ses propriétés aux propriétés du médicament. Voilà un petit peu l'exemple. Alors je vous ai cité quelques huiles essentielles qui pouvaient interagir avec les médicaments ou augmenter les effets des médicaments qui fluidifient le sang. Ce sont l'hélicryse, les huiles essentielles riches en coumarine, le clou de girofle, l'huile essentielle d'oignon, d'ail. Voilà, il y en a d'autres bien sûr, mais généralement il faut des doses tellement supérieures aux doses habituelles que
je ne les cite pas pour pas encombrer l'esprit avec des informations qui ne sont pas valables, qui seraient valables uniquement qu'en cas d'empoisonnement. Voilà, pour terminer, je vous ai mis une petite fiche toxicologique d'une molécule qu'on retrouve dans la mandarine. Voilà. C'est le composé azoté de la mandarine. Et donc, voilà, vous avez la formule moléculaire. Donc, vous voyez, un atome d'azote, 11 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et 9 carbone. Vous avez son poids moléculaire. Vous avez les synonymes chimiques de la molécule, etc. Et puis après, vous avez différentes... quand on monte un dossier toxicologique, toutes les études qui concernent la molécule qui sont reprises. Donc, vous avez ici la plus petite dose mortelle qui a été publiée par voie orale. C'est une dose de 3,38 mg par kilo de poids corporel chez le rat. Alors, généralement, quand on parle de dose mortelle, on n'identifie pas les doses toxiques, puisque la toxicité, c'est la mort. Mais voilà, on peut malgré tout signifier quelques informations. Et puis, vous avez les références de la publication pour pouvoir la retrouver, évaluer les conditions de l'étude et la date de l'étude. Alors, on a la dose létale, non pas pour l'animal le plus fragile, mais pour l'animal, pour 50% des individus. Donc, ce sont des données qui sont beaucoup plus pertinentes parce que vous pouviez déjà avoir un animal moribond au bord de la mort ou bien avec une déficience physiologique assez sévère. Donc ici, c'est l'animal le plus fragile qui décède dans la première étude, et ici, c'est la moitié de la population. Donc ça donne une meilleure indication. Ici, c'est non plus par voie orale, mais par voie intraveineuse. Je vous rappelle, on est avec une molécule toute seule, ce n'est pas une huile essentielle. Hein. Et donc la dose létale, c'était 180 mg de N-méthylantranilate de méthyle par kilo de poids corporel. Voilà. La plus petite dose toxique publiée au niveau de la peau, c'est évidemment une photosensibilisation. Et c'est une expérience humaine. Et donc on observe lors d'un patch appliqué à 1%, un pph c'est 1%, pendant 24 heures, on peut observer une photosensibilisation après exposition au soleil. Et puis on a les doses non létales, la plus petite dose toxique chez le rongeur, donc c'est une dose de 7,38 g par kilo de poids corporel donné en continu sur 90 jours, et on observe des petites modifications tissulaires au niveau du poids de l'animal, au niveau de la vessie, de l'urtère, du rein. Et donc ça nous permet d'identifier le risque toxique. Donc on voit que quand on empoisonne au long terme un animal avec cette molécule, la toxicité s'observe au niveau du système urinaire. Et donc ça va nous dire que cette huile essentielle, cette molécule, pardon, va être d'utilisation plus prudente chez les individus qui présentent déjà des problèmes médicaux qui concernent ce type de système ou de tissu. Et je termine très rapidement par les accidents et décès. Donc, par rapport à la gaultérie, il y a un décès d'un bébé de moins de 2 ans après avoir avalé une cuillère à thé de gaultérie. La cuillère à thé, ça doit être entre 3 et 5 millilitres d'huile essentielle. L'eucalyptus, c'est assez rare et assez difficile à identifier. Rappelez-vous les cours du début de l'année, on a sorti un vrai eucalyptus et puis des essences d'eucalyptus qui étaient très concentrées en eucalyptol. Donc généralement, c'est difficile d'identifier si c'est de l'eucalyptol pur ou pas.
Alors, il y a quelques cas mortels qui ont été recensés au cours du XXe siècle en Angleterre. La plus petite dose, c'était au-dessus de 30 millilitres. Kénopodium, c'est une huile essentielle que vous allez difficilement trouver. C'était un vermifuge. Et donc, mal utilisé, le vermifuge était tellement efficace qu'il tuait l'animal et le ver, ou bien il y a eu quelques accidents mortels, tant en médecine vétérinaire. Donc, il y aurait eu un décès d'un enfant de 2 ans qui aurait ingéré 2 fois 8 gouttes d'huile essentielle de kénopode, avec des problèmes d'œdème au niveau du poumon et du cerveau. Cette huile essentielle n'est plus utilisée en raison des risques. Et un enfant de 12 ans serait décédé aussi après avoir pris 30 gouttes de kénopode. Alors, les convulsions ou les crises d'épilepsie, un individu de 18 ans aurait convulsé avec 30 gouttes d'hysope. Voilà, donc vous voyez les différentes doses, ça vous donne une idée des doses toxiques des huiles essentielles. Et là, on a affaire vraiment, avec l'hysope en tout cas et le kénopode, aux huiles essentielles les plus toxiques. Donc généralement, les accidents arrivent à des doses, on ne prend pas par accident 30 millilitres d'eucalyptus. Hein. Donc ce sont généralement des tentatives de suicide ou d'avortement qui ont mal tourné. Et puis, je vais arrêter ici. Donc, je vous remercie pour votre attention. La dernière dia, vous l'avez. Elle concerne plutôt ceux parmi vous qui ont une utilisation professionnelle des huiles essentielles et qui vont vouloir rechercher des informations réglementaires ou toxicologiques supplémentaires sur les huiles essentielles. Et donc, je vous ai mis les différents organismes référents. Donc, voilà. Vous découvrirez ça par vous-même. Ceux qui continueront le cours en deuxième ou en troisième année, on aura l'occasion de revenir et de détailler un petit peu ces différents organismes et je vous expliquerai ce que vous pouvez attendre comme données ou comme réglementation sur ces différents sites. Donc ce sont les acronymes. Le principal, je pense, à retenir, c'est celui-là, EMA. Pour European Medicine Agency. Donc c'est vraiment l'organisme qui va publier des rapports toxicologiques complets sur différentes huiles essentielles. Et évidemment, ça ne concerne pas que les huiles essentielles. Donc si vous avez quelque chose de beaucoup plus précis, je vous invite à taper aussi les acronymes HMPC, qui est l'organisme qui s'intéresse beaucoup plus particulièrement aux produits de phytothérapie, entre autres. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Évidemment, je vous laisse un petit peu quelques minutes pour poser vos questions. On a, malgré la distance et l'éloignement, un cours qui était particulièrement dense en information. Voilà. J'espère qu'il s'est passé voilà, de façon optimale, surtout du point de vue technique pour vous. Évidemment, il y a moins d'opportunités d'interaction. C'est peut-être un peu plus difficile de poser des questions. Je vais, pendant que vous posez vos questions, devoir prendre les présences, bien sûr. Alors, j'ai Anne Dalle, j'ai Christelle, Laurent, voilà. J'ai Géraldine, Isabelle et Sabine, Marie,
Marjorie, Martine, Gerhardt, Nicole. Chez moi, j'en ai. Voilà, est-ce qu'Annie Chartier était avec nous? Je n'ai pas trouvé son nom dans la liste. Donc voilà, dans ma liste de présence, il me manquait Annie Chartier et Marisol. Donc si vous êtes là, merci de vous signaler. Donc vous ne savez pas si vous retiendrez tout, vous avez les notes de cours à votre disposition et puis le petit diaporama sur la toxicologie des huiles essentielles, je vous l'envoie, je vous en envoie une copie par mail avec la marjolaine à coquille, oui, le thym à linalol, tout dépend. C'est difficile à évoquer parce qu'il y a plein d'huiles essentielles que nous n'avons pas encore envisagées ensemble, mais cette huile essentielle va stabiliser énormément de jeunes filles. Je vous ai dit que la marjolaine à coquille, c'était un petit peu le prince charmant et le principe masculin que recherche la jeune fille, et donc ça va lui permettre vraiment nerveusement, physiologiquement, de se stabiliser. Donc voilà un petit peu. Évidemment, elle va s'associer avec les caractérologies des jeunes filles que nous n'avons pas encore étudiées, comme Helichrysum italicum, Salvia sclarea, Citrus aurantium feuille. Ça, ce sont des merveilleuses associations. Dites-vous bien que la marjolaine à coquille s'associe assez bien avec toutes les herbes de Provence. Et puis, les huiles essentielles qui feront le plus de bien à la marjolaine à coquille, c'est probablement le Ravinsara. Voilà. Voilà un peu pour répondre à Marjorie. Donc, voilà, bonne journée à tous. Merci pour votre participation. Passez une bonne semaine et à très bientôt.